de prendre plaisir à une activité non réglée, une activité non finalisée, et comme une certaine tendance à prendre du plaisir à la fantaisie, c'est-à-dire, fantasia, à faire appel donc à son imaginaire et son imagination. D'un autre côté, le terme de ludus, lui, est décrit comme une sorte de destin de cette païdia, à l'image de l'enfant, la païdia, l'enfance, au fond, qui est condamné à devenir adulte. Le joueur, au fond, ne saurait, si on lit Kaiwa, se contenter de la simple activité non finalisée, de ce simple jeu impulsif, et les médias de son jeu, les éléments de son jeu, comme par exemple l'enfant qui joue à traverser la rue et à croire que c'est une rivière, très vite les éléments du jeu vont l'inviter à inventer des règles et à insérer au fond une logique de défi, c'est-à-dire une difficulté. La seule imagination donc, et le seul imaginaire ne suffirait plus, et à partir de là donc, il serait nécessaire au fond de rencontrer une certaine difficulté à surmonter. Le ludus correspond donc, si on suit, et je cite Kaiwa, correspond bien au plaisir qu'on éprouve, qu'on va éprouver, à résoudre une certaine difficulté qu'on a créée à dessein et arbitrairement. L'idée donc, c'est que le ludus fonctionne sur une certaine invention de règles, d'obstacles, de tensions, de difficultés, et sur un certain besoin croissant de plier cette impulsivité première justement à la règle. À partir de là, donc, on le voit, le ludus fonctionne sur un principe très différent. Il fait appel donc à la patience, à l'ingéniosité, et il va au fond être caractérisé, ce ludus, par un certain plaisir pris au calcul et à un certain usage ordonné de ses capacités. Ainsi, au fond, le véritable lieu du ludus, semble-t-il, si on suit Kaiwa, ce serait au fond eh bien, le logos. C'est-à-dire l'appel à la raison, l'appel au fond à la logique, c'est-à-dire que le ludus fait doublement appel à la raison, il fait appel en tant qu'il va, bien évidemment, le ludus créer des règles, institutionnaliser un certain nombre de règles pour soumettre au fond cette impulsivité première à un ensemble conscrit, et bien évidemment, le ludus fait aussi appel donc, eh bien, au logos, à la réflexion, pour, eh bien, comme effort intellectuel, pour résoudre la difficulté qu'on a inventée face aux règles. Donc le ludus fait doublement appel à la logique pour constituer un ensemble logique, réglé, organisé, et aussi pour, bien évidemment, trouver les moyens de ruser ou de sortir de cette difficulté. En résumé, d'une certaine façon, si on suit Kaiwa et qu'on essaye de tirer un petit peu plus clairement au fond quelles sont ces tendances, eh bien, la païdia, c'est la libre imagination, et le ludus, c'est la logique constructive. À partir de là, donc, la païdia est la libre recherche, au fond, d'un certain fantasme à vivre, et le ludus, lui, serait la recherche d'un certain défi à résoudre. Imagination et logique, voici ce qui ferait les deux polarités ou les deux tendances, finalement, du jeu, c'est-à-dire que le joueur chercherait d'une certaine façon, soit une sorte d'imagination fertile, de fantaisie, soit d'un autre côté, il chercherait donc, eh bien, à titre de polarité inverse, eh bien, la logique, la difficulté à résoudre et le défi intellectuel. Alors, cette double attitude de jeu, cette double habitude de jeu, au fond, eh bien, a nourri d'une certaine façon le jeu de société, puisqu'au fond, on voit là deux types d'attentes typiques que les joueurs ont. La production d'ailleurs des jeux de société a suivi, c'est ce que je vais tâcher de vous montrer, a suivi finalement cette fracture dans les attentes du public, en fournissant au fond deux types de jeux très différents, deux catégories de jeux. D'un côté des jeux qu'on va qualifier de très immersifs, c'est-à-dire inspirant fortement l'imaginaire du joueur qui va finalement s'y plonger pour vivre une aventure, et d'un autre côté des jeux plus abstraits, plus logiques, dans lesquels au fond l'imagination n'a pas ou quasiment pas prise, où elle est extrêmement accessoire, et où finalement seule la résolution d'un conflit ou la seule résolution d'un problème semble compter. Donc c'est ce qu'on va regarder. Dans un premier temps, donc, dans le cadre des jeux de société, on peut remarquer à proprement parler, voilà, donc il existe un aspect païdia, c'est-à-dire l'idée que les jeux de société et les jeux de plateau vont effectivement insister sur, en partie, une certaine recherche libre de l'imagination, ou permettre au fond à la libre imagination de se développer. Alors c'est typiquement ce que l'on trouve d'ailleurs dans c'est ce qui va caractériser en fait le jeu américain et les joueurs américains. À proprement parler, on distingue un peu deux catégories, ce qu'on trouve en fait en Europe et ce qu'on trouve aux États-Unis. Donc ce qui est intéressant dans le jeu à l'américaine, donc j'en ai typiquement
typiquement ici, voilà, c'est que le joueur ne cherche pas seulement à jouer, c'est en cela qu'on retrouve cet aspect païdien, mais surtout donc il va chercher à vivre le jeu. Ce qui est très intéressant chez les joueurs américains, c'est qu'ils vont énormément faire appel au fond, en plus du jeu. Le jeu est plus l'occasion de faire autre chose que jouer. Notamment donc porter des costumes, faire appel à énormément d'accessoires donc annexes par rapport au jeu. Ce qui est très intéressant, c'est que on remarque que le jeu à l'américaine fait appel au modélisme, il va faire appel donc souvent à la figurine, il va faire appel donc à tout ce qui va être travaux de peinture, de sculpture. Souvent donc il y a des recréations de plateaux qui sont faits en 3 dimensions, on trouve beaucoup ça. Donc à partir de là, l'idée c'est que le jeu devient l'occasion de vivre au fond une expérience hors du réel, ou à côté du réel, c'est-à-dire de poursuivre une certaine rêverie ou un certain fantasme. On retrouve vraiment cette idée d'une libre imagination. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup aux États-Unis dès l'origine. Les premiers jeux de plateau sont souvent des jeux qui sont tirés de films ou de livres réadaptés. Vous avez comme ça un vieux jeu au fond qui commence à dater maintenant. Le premier, alors ça s'appelait Dawn of the Dead, donc ce qu'on en avait traduit par Zombie en fait en français, le deuxième film de la trilogie de Romero. Ce qui est très intéressant, donc, c'est qu'il avait été adapté en jeu. Il avait été adapté en jeu et on pouvait poursuivre, recommencer le film sur un plateau, dans un centre commercial. Vous avez comme ça aussi les livres dont on est le héros, l'un des premiers bien connus, qui est Le sorcier de la montagne de feu, a été réadapté en jeu de plateau et il s'agissait donc de reproduire ce phénomène immersif, de recommencer au fond finalement l'aventure avec des personnages qui prenaient des formes d'ailleurs on va le voir sculptées. Alors quelles sont les caractéristiques du jeu, de ce genre de jeu qui font appel à la païdia? Bon, ce sont des jeux généralement à thématique extrêmement forte, c'est-à-dire qu'ils vont développer un univers complet, qui vont inviter finalement le joueur à s'insérer dans un univers qu'on lui donne. Alors, soit il est tiré d'ouvrages, de films, etc., soit c'est un univers propre. Vous avez comme ça, donc chez FFG, ils ont un univers, un monde complet, et vous avez donc toutes les aventures qui peuvent être vécues par les joueurs donc, dans cet univers-là. Donc c'est un univers d'ailleurs qu'on retrouve dans différents jeux, un jeu de plateau, ils ont un jeu wargame qui est tiré du même univers, et vous avez l'idée que l'univers se perpétue, et les joueurs au fond changent les aspects, les angles d'attaque, en fonction de la façon dont ils vont jouer, ou du jeu qu'ils vont choisir. L'idée c'est qu'on va donc s'insérer dans un jeu qui est virtuellement très crédible, ou dont on va attendre au fond finalement qu'il soit extrêmement crédible, construit en tout cas dans son background. C'est ça qui est très intéressant, c'est que tout l'arrière-plan donc est souvent très détaillé. Vous avez un arrière-plan d'univers qui vient en plus des règles, d'ailleurs qui est souvent même plus long que les règles. Vous avez un jeu français sorti maintenant il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle Earth Reborn. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté du jeu lui-même et des règles qui sont déjà assez conséquentes, c'est que vous avez donc quelque chose comme 30 ou 40 pages sur l'explication de l'origine de l'univers, pour comprendre comment ça se fait que les humains en sont arrivés là à se taper dessus. Donc, ce qu'on peut remarquer bien évidemment, c'est les illustrations. Les illustrations donc, sont omniprésentes dans ce type de jeu. Donc, je vous prends des exemples de livres de règles. On s'aperçoit donc bien évidemment qu'elles participent donc à la virtualité, et le livre de règles généralement est lui-même fortement illustré. On va faire appel donc, on retrouve ici des dessins qu'on retrouve dans les cartes qui vont être après réutilisés à l'intérieur même du livre de règles. Donc l'idée c'est bien évidemment par ces illustrations de soutenir, d'alimenter au fond le fantasme. Donc bien évidemment le jeu, ce type de jeu au fond va énormément insister sur l'aspect esthétique du jeu. Il va falloir que l'esthétique soutienne, développe au fond ce fantasme, cet attachement au jeu. D'ailleurs c'est ce qui va compter au fond quand on va le voir. Et bien évidemment le matériel est souvent particulièrement suggestif. Je prends un exemple, donc voilà, vous avez l'idée de la figurine. Ça c'est clair. Voilà, vous aurez donc l'idée que le matériel lui-même va bien évidemment perpétuer le fantasme. Alors ce qui est très intéressant notamment dans ce jeu qui est Descent, c'est que même les pions ont des formes particulières. Les pions de vie sont des cœurs bien évidemment, il y a des pions de souffle, ils prennent la forme d'une goutte. Il y a des pions de potions, tout est dessiné. On va voir que c'est très différent avec le jeu à l'européenne où on a des cubes abstraits, puis c'est tout. Donc voilà, ça va pousser, c'est ça qui est très intéressant, bien évidemment, au modélisme.
Hein, ça va pousser donc au modélisme, c'est-à-dire la plupart du temps, bon, en revanche, je ne suis pas passionné, j'ai pas le temps, mais la plupart des gens qui s'adonnent à ce genre de jeu, bien évidemment, peignent les figurines. Elles sont toutes peintes, bon, elles ont toutes leurs caractéristiques, elles sont toutes différentes les unes des autres. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce type de jeu? C'est bien évidemment, donc je change un petit peu ça. L'idée, c'est que bien évidemment, ce genre de jeu est bien évidemment l'occasion d'un échange et d'une rencontre. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le jeu qui va faire appel à la païdia et à l'imaginaire, souvent a bien évidemment un potentiel interactif et social extrêmement fort. Alors vous avez l'idée que finalement, là, ce qui compte, c'est la rencontre, c'est l'aventure qu'on va vivre ensemble, que vont vivre les joueurs autour du plateau, où on va le voir avec d'autres aspects que sont le jeu de rôle. Donc à partir de là, et c'est ça qui est très intéressant, la victoire devient accessoire. La victoire est presque accessoire, on peut passer une très bonne partie sans avoir pour autant gagné. Et c'est ce qu'on va voir avec le cas bien évidemment du jeu de rôle, c'est qu'à proprement parler, la victoire elle-même, la réussite n'est pas déterminante. Ce qui compte, c'est d'avoir vécu une aventure ensemble. Donc c'est ce qui permet de comprendre que le jeu, ce type de jeu a complètement changé l'aspect purement agonistique. Selon Kaiwa, le jeu devait être compétitif, ou en tout cas c'était un des aspects essentiels. Le propre du jeu à l'américaine et de ses variantes, c'est qu'ils ont créé des modèles qui sont assez différents, comme par exemple le coopératif, c'est-à-dire l'idée qu'on peut travailler ensemble contre le jeu, contre sa mécanique, et qu'à partir de là, il ne compte plus du tout la victoire, où du coup on n'est plus en opposition les uns avec les autres, mais qu'on travaille ensemble, ou même ce qu'on peut appeler le semi-coopératif, c'est-à-dire où finalement on est seul, il y en a un joueur est seul contre les autres. Donc à ce moment-là, il y a l'idée que la victoire peut être partagée. Alors ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on voit qu'apparaît aussi à partir de là un certain nombre de jeux qui n'ont plus du tout pour victoire l'objet, mais simplement l'ambiance qu'ils vont dégager. Typiquement ce qu'on appelle les jeux d'ambiance ou tout ce qui va être party game, on voit bien que c'était directement dérivé de la même idée, cette idée que la victoire inessentielle est mise de côté, et c'est le rapport social d'échange, le plaisir pris en commun, la rigolade franche, etc., qu'on va voir les uns avec les autres, qui va être déterminant. Le propre de ces jeux, c'est bien évidemment, vu le joueur cherche avant tout un fantasme, c'est que bien évidemment le jeu constitue et construit toujours un certain récit. C'est-à-dire qu'on trouve bien évidemment, il y a Wolfgang Kramer, un des grands auteurs de jeux allemands, décrit le jeu de société comme une œuvre ouverte. Le propre, contrairement à un livre ou un film qui sont terminés, c'est-à-dire une fois que vous les avez lus ou vus, la fin est donnée. Le propre d'un jeu de société, c'est que justement, il ouvre sur une multiplicité de fins possibles. C'est pas toujours le même qui gagne et c'est pas toujours de la même façon. C'est une œuvre qui est perpétuellement à construire par les individus. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le jeu à l'américaine a poursuivi complètement cette idée-là. Dans l'idée qu'à proprement parler, on construit au fond un récit, on construit une histoire, et l'idée, c'est qu'à proprement parler, le jeu va justement perpétuer cette histoire ou permettre son développement. Je reprends toujours l'exemple de Dissent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le jeu lui-même, alors il y a tout un livre de quêtes, il y a des quêtes de base, mais ils ont même commencé à développer des quêtes annexes, c'est-à-dire qu'on peut faire des campagnes complètes dans le jeu, et vous avez l'idée qu'on peut à proprement parler, alors je vais voir ça, hop là, on peut au fond continuer l'histoire, perpétuer l'histoire, voire même, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez ça sur le site de FFG et de Edge, il y a la possibilité de créer ses propres histoires, ses propres scénarios, pour pouvoir au fond finalement recommencer, continuer au fond le développement du récit. Donc d'une certaine façon, ça fait appel à un type de plateau qui est assez récent et assez nouveau. L'idée qu'à proprement parler, le plateau de jeu du coup n'est plus déterminé, fini, figé dans une certaine logique. Le propre du jeu à l'américaine, c'est qu'il va souvent donc faire appel à partir de là à du plateau modulable. C'est-à-dire du plateau qu'on peut construire comme un puzzle, construire ses donjons, vous voyez, comme ça. Construire au fond finalement un récit, une aventure. Le plateau se réadapte complètement, au fond, c'est ça qui est intéressant, à l'histoire et à l'idée au fond finalement d'un fantasme à poursuivre. Donc vous avez l'idée d'ailleurs qu'on a des fiches de personnages qui vont permettre donc de voir évoluer son personnage, et vous avez donc un jeu fortement scénarisé. Ce qui est intéressant, c'est que comme on recherche dans ce genre de cas le fantasme, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeux à temps extrêmement long. Le propre de Dissent,
c'est que les parties durent en moyenne une dizaine d'heures. Donc on n'est pas dans du jeu court, on est dans du jeu assez long. D'ailleurs, ils ont fait une deuxième version, beaucoup plus courte, parce que les gens se plaignaient, ils en avaient assez, ils n'avaient pas assez de temps, donc maintenant les parties ne durent que 5 heures. Donc voilà, donc on est dans un jeu à temps long, voire très long, dans l'idée que bien évidemment on s'immerge dans un fantasme, un récit, une histoire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que bien évidemment le joueur cherche ça, il cherche cette perpétuation, cette continuité. Le propre de la campagne dans ce genre de jeu, la campagne au fond peut durer plusieurs mois. Donc un jeu de société qui dure plusieurs mois, vous obligez à tous les 7 côtés, vous avez des boîtes pour ranger vos fiches, garder les traces de ce qui a été fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans ce modèle-là, ce modèle de la paella, c'est-à-dire de cette recherche d'une certaine tendance à l'imaginaire, la conséquence est bien évidemment le jeu de rôle apparaît ici comme un certain modèle. D'ailleurs le jeu de rôle a bien évidemment est tiré d'une certaine façon de ce monde-là, du jeu de la figurine, qui, je cite, on connaît l'origine, le propre du fondateur de Donjons et Dragons, c'est qu'il considérait que le jeu de figurines avait quelque chose de trop clos, trop fermé, trop déterminé, finalement trop de règles et peu de possibilités de liberté, donc le jeu de rôle a été inventé, tiré, vous le voyez, pour perpétuer et continuer cette imagination. C'est-à-dire, au fond, à continuer ce côté interactif et laisser libre cours à l'imaginaire. Donc, bien évidemment, dans ce genre de jeu, on peut remarquer pour finir plusieurs choses, une forte présence de l'aléatoire, puisque bien évidemment les joueurs constituent un récit, vont faire appel donc à des mécaniques de jeu pour créer l'illusion de l'inattendu, du rebondissement. Donc on fait énormément appel dans ce genre de jeu à tout ce qui va être des cartes qui vont créer finalement donc, de l'événementiel, modifier au fond la structure du jeu et l'approche que les joueurs avaient prévue. Et pareil, on peut remarquer quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le côté particulièrement imprécis des règles. Ce qui est très intéressant, c'est que le jeu à l'américaine, souvent, a des règles qui demandent souvent des modifications, des changements, des adaptations. Alors vous avez des clarifications de règles qui sont publiées assez souvent, d'ailleurs après la sortie du jeu, sinon c'est pas drôle. Donc on voit, et c'est ça qui est intéressant, que d'ailleurs vous avez un très bon exemple avec le cas de Steve Jackson Games et de Munchkin. Le cas de Munchkin, c'est qu'il est carrément écrit dans les règles que s'il y a un défaut ou si les joueurs sont confrontés à une difficulté, ils n'ont qu'à voter à main levée pour savoir qui a raison. Ce qui prouve au fond que la règle, et si jamais on n'est pas d'accord, c'est vraiment écrit dans les règles, si jamais on n'est pas d'accord, il est important de remarquer que c'est le propriétaire du jeu qui a le dernier mot. Donc voilà, on voit que ce qui ne compte pas au fond la logique ici, elle est presque accessoire, les règles viennent finalement donc permettre au fantasme de s'organiser, de se créer, mais il y a un côté effectivement très modulable, adaptable des règles. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les jeux des années 80 faisaient beaucoup appel, les jeux de plateau des années 80 faisaient beaucoup appel donc, à des suppléments. Et souvent des suppléments qui d'ailleurs étaient faits par les joueurs eux-mêmes. C'est d'ailleurs encore vrai. Tout le côté jeu à l'américaine, jeu de plateau à l'américaine, on trouve souvent des suppléments qui sont inventés par les joueurs eux-mêmes, qui sont donnés aux joueurs. Il y a une véritable communication, un partage autour, avec cette idée qu'on va moduler les règles pour rendre le jeu soit encore plus immersif, soit encore plus plaisant. Alors, voilà au fond un type d'expérience qui est recherché par les joueurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expérience complètement inverse. Bien évidemment, il y a des joueurs qui cherchent bien évidemment que la maîtrise logique. On voit ça bien évidemment avec les jeux abstraits. Le propre des jeux abstraits, c'est souvent bien évidemment qu'ils font appel à des logiques déterminées. Donc ça caractérise typiquement ce que les Américains appellent le jeu à l'européenne. Et plus exactement le jeu à l'allemande. Nos amis allemands ont une culture du jeu assez ancienne et ils sont assez spécialisés dans un certain type de jeu dit d'adultes. Donc, bon, l'intérêt de ce genre de jeu, c'est que les joueurs y recherchent généralement donc, un défi intellectuel. Voilà, j'ai fait une liste assez. Donc voilà, il y a un terme pour le coup, ils appellent ça l'Eurogaming, le jeu allemand. Donc on y cherche donc généralement un certain défi intellectuel proche du casse-tête. L'idée c'est bien évidemment le jeu devient, c'est très intéressant, une activité extrêmement exigeante pour la raison. On va faire appel à une certaine faculté de calcul. Alors là, c'est totalement le contraire du jeu à l'américaine. Les règles doivent être extrêmement précises. Elles sont strictes, elles sont précises, il n'y a pas de débat dessus, il n'y a pas de vide juridique ou d'incertitude. Il est important, puisqu'on va s'opposer
s'opposer aux autres joueurs sur le plateau. L'idée, c'est que bien évidemment, il faut qu'on soit absolument d'accord donc, eh bien, sur ce qui va se produire. Alors l'intérêt du jeu à l'allemande, c'est qu'il semble ici faire référence à quelque chose que l'on trouve chez... à quelque chose au fond d'intéressant, qui est un certain dégoût pour le réel. Le propre au fond donc, eh bien, de la réalité, c'est qu'elle est souvent le lieu de l'inachevé, de l'incohérence, du désordre, etc. Le propre de ce genre de jeu, c'est qu'ils vont chercher au fond eh bien, à déréaliser ou à sortir le joueur de la réalité pour pouvoir lui permettre au fond de rentrer dans un monde où à proprement parler, il est maître et maîtrise au fond à proprement parler tout ce qu'il va faire, et avec la possibilité d'être confronté à un ordre extrêmement clair. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette recherche d'un ordre clair et d'une maîtrise s'achève généralement ou implique, à proprement parler, le fait que les joueurs, dans le jeu à l'allemande, adorent être renfermés sur leur propre petit monde. Hein, ils vont avoir généralement leur propre plateau. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que chacun joue d'une certaine façon dans son coin. J'en ai pris un à titre d'exemple. Voilà. Donc vous avez... ici, typiquement, donc on a ça dans Dungeon Lords. Vous avez un plateau central. Il y a un plateau central sur lequel les joueurs donc, vont devoir faire différentes actions, placer différents éléments. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque joueur, alors c'est pratiquement de la même taille, chaque joueur a son propre plateau, sur lequel il construit son propre jeu. Et l'idée, c'est qu'à proprement parler, les autres ne peuvent pas interagir avec ceci. Ils n'ont pas accès. Ce n'est que sur le plateau central et sur les actions que je choisis qu'on peut d'une certaine façon me gêner. Donc ça, c'est très très intéressant parce que ça veut dire qu'à proprement parler, le jeu à l'allemande considère que l'autre est presque accessoire. L'autre joueur est presque un accessoire. Ce qui devient intéressant, c'est cette capacité, au fond, ce qui est attendu, c'est la capacité du sujet eh bien, à se concentrer sur la mécanique, se concentrer sur un défi intellectuel et sur la recherche de la maximisation de son score. Donc à partir de là, on le voit, la thématique devient quasiment dans ce genre de jeu accessoire. Elle est quasiment presque accessoire et inutile, puisqu'à proprement parler, donc, il n'y a plus de figurines, alors ça ne m'intéresse certainement pas. Vous allez avoir des cubes, ou ce qu'on appelle des meeples, des petits personnages en bois, je ne vais pas tout sortir, sinon je vais prendre trop de temps. Donc on va trouver des cubes, des disques, etc., c'est-à-dire du matériel totalement abstrait, qui va juste varier selon ses couleurs. Et à partir de là, donc, le thème lui-même peut être remplacé ou abandonné. Donc qu'est-ce que cherche, pour le faire rapidement, qu'est-ce que cherche donc, eh bien, le joueur dans ce genre de cas? Il va rechercher au fond finalement surtout à exercer ses facultés et à parfaire au fond donc ses propres capacités. Qu'est-ce qui est recherché à partir de là? Donc eh bien c'est une capacité à maîtriser les éléments, maîtriser les règles du jeu, maîtriser les enchaînements, c'est-à-dire au fond donc eh bien à pouvoir construire des stratégies, être capable de lire rapidement les éléments du jeu, pouvoir décoder rapidement les éléments qui se mettent en place. Donc, essayer de construire au fond une certaine vision possible de ce qui va advenir et de ce qui se construit. Ce qui est bien évidemment extrêmement important, c'est que donc l'essentiel dans ce genre de jeu, je peux le dire, on va passer beaucoup plus rapidement, c'est bien évidemment l'apprentissage. On voit que c'est un jeu qu'on va chercher à maîtriser toujours et davantage, à s'approprier pour être capable au fond de maximiser son potentiel. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on trouve bien évidemment dans des jeux type échecs, etc. Mais ça se retrouve dans des jeux de plateau qui peuvent prendre des formes thématiques. Donc, passons. Voilà, histoire d'avancer. Donc on va terminer quand même sur un troisième élément. On va juste regarder un petit peu donc du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité du jeu de plateau et son rôle en tant que plateau de jeu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le plateau de jeu, donc le jeu de plateau a traversé eh bien, un certain historique. J'essaie de terminer. Donc, a traversé un certain historique, il a fait une certaine progression. Donc, on est passé de l'échiquier, qui est bien évidemment un support accessoire, abstrait, etc., qui pouvait supporter une multitude de jeux, très indéterminés, au jeu de loi, qui lui imposait un certain type de parcours précis, au Monopoly, qui lui, après, donc, comme type de parcours, a créé une sorte de boucle infinie dans le parcours. On est passé à des jeux de type Space Hulk ou, comme dit Saint le montre, des jeux modulables, c'est-à-dire des jeux scénarisés où le plateau se construit, se déconstruit, se reconstruit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de jeux, on voit apparaître l'idée qu'à proprement parler, on joue à construire son plateau.
C'est ce qu'on voit avec des jeux comme Carcassonne, comme Seven Wonders. Ce sont des jeux où, à proprement parler, le plateau n'est plus simplement un support de jeu, mais l'objet du jeu lui-même, c'est-à-dire ce sur quoi on va se concentrer pour essayer de construire quelque chose, on va le constituer, il devient ce qui fait le jeu lui-même. Donc, à partir de là, on va passer vite, le propre du plateau de jeu, c'est qu'il arrive à synthétiser au fond quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que le plateau de jeu synthétise l'imaginaire et la logique. C'est-à-dire il arrive à faire une synthèse entre l'infini et le fini. Alors bien évidemment, donc, ça présente toute une série de paradoxes, comme on le voit. À proprement parler, le plateau de jeu est à la fois un donné constitué et en même temps quelque chose que l'on construit. Il va être bien évidemment l'ensemble, le lieu d'un ensemble de données à lire, à décoder, à saisir, et il va être en même temps bien évidemment le lieu d'un libre choix, le lieu au fond finalement où on va s'immerger et où l'esthétique va primer. Il est aussi le lieu à la fois de la rencontre et du défi avec les autres. Paradoxe, on se rencontre en même temps dans le défi. Et donc on remarque en fond trois qualités importantes sur lesquelles je vais terminer. Le propre du plateau de jeu, c'est qu'à proprement parler, il est à la fois un objet vu, comme expérience, c'est un objet vu. Le propre d'un plateau de jeu, c'est quand il est placé sur la table, c'est qu'il faut choisir dans quel sens on va le mettre. Ce qui montre au fond qu'il n'est pas simplement un objet comme les autres, qui est potentiellement vu par un seul, c'est un objet qui est fait pour être multi-regardé. Et autour de cet aspect multi-regardé, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'à proprement parler, il va falloir que chacun constitue sa vision du jeu, c'est-à-dire arrive à déterminer la façon dont il va organiser sa vision du plateau, sa vision propre, tout en étant capable de décoder comment les autres vont eux-mêmes voir et créer une certaine vision propre du jeu. On voit qu'à partir de là, donc, l'enjeu d'un plateau, c'est toujours d'y constituer une certaine lecture personnelle, d'arriver à décoder ses propres informations et les informations des autres, et d'arriver dans cette visibilité à rendre invisible au fond les tactiques et les stratégies que l'on constitue, c'est-à-dire à rendre invisible ses propres aspects. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de tactiques qui ne sont pas de mauvais joueurs, de mauvais jeux, quand on s'amuse à parler, à couper la parole, à changer les trucs, voilà. Interagir avec les autres pour les déconcentrer est essentiel pour se rendre invisible au fond sur le plateau. Le plateau de jeu est aussi au fond un plateau monde, deuxième aspect important qu'on remarque dans l'expérience des joueurs, c'est un plateau monde, un cosmos, avec un temps particulièrement anarchique, puisque son temps va s'arrêter, recommencer, le temps de la réflexion, etc. Il se présente au fond comme une totalité finie, fermée, dans laquelle on va s'immerger. Et enfin, donc, on peut remarquer que c'est un objet centre. Le plateau se présente aussi donc, comme un objet centre, c'est-à-dire comme le lieu où vont se croiser les regards, se rencontrer finalement les individus, c'est-à-dire il gravite autour de lui, au fond, les différents éléments de la relation. Et bien évidemment, tout cela, au fond, en étant capable de mélanger l'imaginaire et la logique. C'est là la difficulté généralement pour